C'est à la limite des départements de la Manche et du Calvados. Là, on trouve les marais du Cotentin et du Bessin, qui apparaissent comme des prairies planes, très grandes, au milieu d'un paysage de bocage. Ces marais, c'est d'abord un monde différent de toutes les régions alentours. C'est un monde de l'eau, c'est un monde de la brume, c'est un monde de l'imaginaire, c'est un monde du mystère, c'est un monde d'une lumière qui vous prend et qui vous attache. À quoi sert un marais aujourd'hui? Sa valeur biologique dépend totalement de ce que l'homme en fait. Environnement, agriculture, tourisme, quel équilibre peut-on imaginer? La première chose à savoir, c'est que le marais, c'est une construction essentiellement artificielle. C'est une construction humaine et depuis des centaines d'années, les agriculteurs, enfin les hommes de la région, s'efforcent d'aménager le marais. À partir du XVIIe siècle, on a essayé d'améliorer la situation en effectuant un certain drainage, ou plus exactement en s'efforçant de faciliter l'écoulement de l'eau à la fin de la période submersible. On a donc rectifié le cours des rivières de manière à ce qu'elles aient un cours plus rapide et que l'eau s'écoule plus vite. On a creusé un certain nombre de fossés, les limes, d'un nom qui évoque la frontière. Et enfin, on a installé à l'aval des barrages munis de vannes qui permettent à la fois d'empêcher la remontée des eaux salées et de permettre à marée basse le maximum d'écoulement des eaux. C'est à la fois un filtre, c'est à la fois une éponge, c'est à la fois la source d'une diversité biologique extraordinaire. Et il y a quand même quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'au cours des temps historiques, les hommes se sont toujours installés dans ces zones qui apparemment sont très très difficiles à gérer. C'est la fin de l'hiver, le plan d'eau sous les dernières pluies se résorbe petit à petit, et dans ce plat pays, il suffit de quelques décimètres de dénivellation pour qu'apparaissent bientôt les premiers îlots de verdure. Les paysans attendent pour mettre les animaux à paître, et avec le retour du printemps, le marais abandonne son manteau aquatique et retrouve ses immenses prairies. On ne peut pas se priver d'une action agricole. Parce que vous voyez, le tourisme, les gens veulent voir un espace bien entretenu, mais ils ne se préoccupent pas du tout de savoir comment on l'entretient. Le marais, c'est une histoire d'eau bien gérée, mais c'est aussi l'agriculture qui façonne et qui dessine ce paysage. L'agriculteur peut trouver dans le marais le foin, la litière, les pâturages, qui sont les ressources essentielles pour sa ferme. Viens-tu? Donc moi je suis d'abord responsable communal et je fais partie d'une commission marais. Disons ça fait 10 ans que je suis exploitant agricole, que je me suis installé. C'est la municipalité où se trouve le marais communal qui décide chaque année de la date de mise au marais. Le moment de la mise au marais est décidé en fonction de la portance du sol, c'est-à-dire quand l'eau se retire et que les animaux peuvent parcourir le marais sans s'enfoncer. On décide de la mise au marais dans le courant du mois d'avril, début mai, et c'est depuis toujours l'occasion pour le village de se retrouver. Ça reste une réunion qu'on se mémorise un peu tous les ans, quoi. Disons que c'est vrai que c'est la mise au marais. Bon, on parle de la mise au marais. C'est une routine, si on veut, mais ça reste marqué dans la vie, je pense. Il apprend celle-là ou oui. Ou celle-là? Oui. Bah pour moi, l'élevage dans le marais, c'est une bonne chose, parce que ça me permet d'avoir moins de travail. Et puis, au niveau développement des animaux, j'ai du résultat, donc il n'y a pas de raison que je change les marais. L'élevage dans les marais, c'est vraiment la liberté, hein, par rapport à des enclos qu'on est obligé de les changer régulièrement. Voilà, c'est ce que vous voyez ici. Hein, ça me plaît, oui, parce que je suis né dans le métier. Alors le matin, mon travail consiste, je pars voir les animaux pour faire la surveillance si des fois il y en a d'échappés ou éventuellement de malades. Hein.
C'est-à-dire, des fois je le fais en marchant et j'ai une moto aussi. Pour justement pouvoir accéder plus vite aux animaux. Puis des fois, s'il y a des dépannages, il y a des abreuvoirs aussi, des abreuvoirs automatiques. S'il y a éventuellement des pannes ou des trucs comme ça, bon, ben, ça me permet d'intervenir plus rapidement, quoi. J'ai 250 bêtes dans le marais ici, et puis j'en garde à peu près 80 à une centaine pour des biens communaux, on appelle ça. Si vous voulez, c'est des terres qui appartiennent à la commune. Tout me plaît, moi, vous savez. Les maisons traditionnelles sont très souvent situées à la limite des marais et des coteaux du bocage, à la limite des eaux d'hiver. Et aussi, elles sont là parce que les familles qui habitaient là vivaient des ressources du marais. La tourbe ou les bouses pour se chauffer, le roseau pour couvrir les maisons, les anguilles, le fourrage pour la vache qui apportait le lait pour le foyer. Ces maisons sont parfois en pierre et parfois en terre. Des maisons, effectivement, qui sont en terre. Ici, on dit la masse, mais bon, je pense que le terme terre est vraiment bien approprié parce que le matériau, c'est de la terre avec un petit peu de paille ou des éléments végétaux comme ça. C'est tout. Et puis, on la monte sur un soubassement en pierre pour lui éviter d'être les pieds dans l'eau, d'être dans l'humidité. On va utiliser tous les matériaux qu'on va pouvoir trouver sur place. Par exemple, les linteaux, c'est-à-dire les dessus de portes et de fenêtres, vont généralement être en bois. Parfois, ils ont de très jolies formes. Sur certaines maisons, on les trouve en courbe, en forme de chapeau de gendarme. Alors, des maisons qui se développent tout en longueur pour profiter du soleil sur leur façade principale, sont orientées souvent sud-sud-est. Et par contre, très étroites, effectivement. Alors, elles sont étroites tout simplement parce qu'on disposait, pour les construire, d'arbres d'assez faible longueur. Ici, on est dans un pays de vent. Donc, les arbres poussent pas toujours très droit, pas toujours très haut. Alors, les couleurs sont vraiment caractéristiques du matériau là où on l'extrayait. C'est-à-dire qu'on va passer des ocres, dans la majeure partie des cas, jusqu'à des teintes pratiquement rouges sur certains secteurs. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les maisons sont très saines. Elles sont très saines parce que c'est un matériau qui respire, un matériau complètement naturel, un matériau qui va vivre au rythme des saisons, ce qui fait que la maison va être un petit peu moins humide qu'on pourrait l'imaginer l'hiver, et puis l'été, il ne fera pas trop sec à l'intérieur. Maison en terre, mais aussi maison en pierre. Les fermes manoirs apparaissent à la fin de la guerre de 100 ans. Le pigeonnier, la tour d'escalier sont les signes distinctifs d'une maison de seigneur qui montre depuis toujours la richesse agricole de cette région. On peut recenser presque 200 espèces, oui, je pense. Ça va du busard à la cigogne, en passant par tous les petits passereaux comme le grouillant des roseaux, la bergeronnette printanière, le pipit des prés. On pourrait croire que la surface de l'eau est une grande page vide, alors qu'en se baladant, on découvre toute une vie étonnante, des bêtes, des plantes carnivores, surprenant dans cette région. Et le printemps, c'est le temps de frais pour la plupart des poissons, c'est le concert d'une grenouille, le vol d'une libellule dans les roseaux, sans oublier le veau marin. Si, un véritable et joyeux veau marin.
Le bocage s'ouvre sur le marais. Même si les paysages sont différents, pour les agriculteurs, bocage et marais sont complémentaires. Le bocage, c'est le haut pays. En patois, on dit OP. Et bapé, c'est le bas pays, c'est-à-dire le marais. Le bocage, c'est des parcelles bordées de haies, des talus, des arbres. Et il faut savoir que le bocage a été édifié au Moyen-Âge. Et la haie a été un élément très important de la vie des paysans. La haie fournissait le bois, le fourrage, les fruits, le gibier. Le marais, quand il a plu, on dit « oh, c'est infernal, il est plein d'eau, etc. » Et puis, au cours des années sèches que l'on a connues dans un passé récent, là, on a redécouvert le marais et justement son rôle d'éponge. Et sur le haut pays, eh bien, la sécheresse sévissait, alors que le marais, lui, encore pendant un long moment, il a permis d'avoir de l'herbe et de faire pâturer les animaux. L'été, on tire toute la nourriture des animaux, c'est l'herbe, si on veut. C'est pour ça que quand il fait chaud dans les marais, bon, à la limite, il y a de l'herbe qui pousse, de la bonne herbe, c'est pour ça qu'on en profite, quoi. Mais disons que l'hiver, il faut pas aller dans les marais, c'est quand c'est plein d'eau, il faut laisser, on peut pas y mettre d'animaux, donc ça à chacun de trouver de la nourriture de bonne qualité pour l'hiver. L'élevage des chevaux est une coutume toujours vivante. Le cheval n'a plus le même rôle, évidemment, mais très souvent, les agriculteurs élèvent quelques chevaux par tradition. D'ailleurs, chaque année, début septembre, à la fameuse foire de l'Essai, une foire millénaire, le vendredi est consacré à la vente des chevaux. Ah, d'accord. Voilà. Ah oui, d'accord. Ouais. À 4 mois, il n'a pas été ferré. Comment tu veux le vendre juste? Ah, bah il fait un papier. Hein. Ah, bah oui, un papier, mais il a 11 ans quand même. Hein. C'est pour un gamin. Hein. L'année prochaine, ce sera 12. C'est hein? 11 ans, 11 000. L'année prochaine, ce sera 12 000. Mais faut les vendre, hein, les acheter. C'est de les vendre qui est le plus dur. Hein. Il faut un acheteur et un vendeur. Hein. Oui. Et il faut un vendeur et un volé aussi. Ah, je voudrais pas être le voler. Je voudrais pas être le voler dans le fait. Il faut venir à la foire pour se faire voler, c'est pas la peine. Hein. Voilà, voilà. Vous le vendez 7 000? Oh, il est beau, hein? Non? C'est déjà mieux que rien. C'est déjà mieux que rien. Tu vas déjà trouver un prix. Hein? Tu vas déjà trouver un prix. Voilà. C'est ce qu'on dit ici, on dit que ça blanchit ou que ça inonde. Enfin, on parle pas beaucoup d'inonder, nous on dit toujours ça blanchit. Ça blanchit à cause des pluies abondantes de la fin de l'automne. L'eau monte parfois si vite qu'elle peut surprendre les gardes-marais. Il faut alors sortir le bétail très très vite. Chacun se prépare à l'arrivée du froid. Les oiseaux migrateurs sont déjà partis vers les pays chauds. Les oies du nord traversent le ciel. D'autres oiseaux s'arrêtent là pour la saison, les canards s'installent, et le calme de la réserve naturelle de Boguillot leur permet de se refaire une santé. On peut les observer durant tout l'hiver. Ses plumes dressées sur le dos, elle a le vent derrière, et puis elle a ses plumes complètement ébouriffées sur son dos.
Des canards siffleurs. Ça, c'est des oiseaux qui sont typiquement nordiques et ils viennent de pays froids. Alors, c'est l'objet de rixes, de mimiques, de tentatives d'intimidation entre les uns et les autres. C'est assez curieux. On les entend, là. Regardez les siffleurs, avec leur queue et leurs plumes dressées. Ils sont en carré, là. Vous voyez, et ils sont en train de se houspiller les uns les autres. C'est assez curieux. Ah bah ici, en novembre, disons qu'on retire tous les animaux. Dès que la météo n'est plus bonne et dès que les pâtures commencent à diminuer, disons qu'on retire les animaux. Bah, disons que l'eau elle arrive des terres plus hautes, disons. Et comme c'est les marais qui restent des zones basses, des zones humides, comme il arrive tellement d'eau, que ça blanchit et les zones pâturables diminuent de plus en plus, quoi. C'est enfin le retour des brumes matinales. On rentre chez soi, c'est le moment de retrouver les gestes des anciens. C'est l'époque de la chasse, des couleurs d'automne en baie d'Évé. C'est le temps du retour des oiseaux hivernants. La pluie va maintenant inonder totalement le marais. Il faut préserver les richesses naturelles et paysagères des marais et du bocage. Il faut maintenir une population rurale nombreuse. Il faut développer des activités artisanales et touristiques. C'est ça le défi des marais du Cotentin et du Bessin. Ce territoire où les enjeux sont multiples, où l'agriculture, l'environnement et le tourisme se côtoient sans jamais s'opposer, un équilibre fragile certes, mais que la volonté des hommes qui y vivent devrait maintenir pour longtemps encore. Ah, j'oubliais. Les portes à flot dont on a parlé tout à l'heure, lors des grandes marées, il est assez curieux de les voir fonctionner. Le mascaret, cette vague qui vient de la mer et remonte au cœur même des marais, fait cogner les portes à flot, et ceci depuis des siècles. Ah, le vent, oui, le vent, évidemment, comme sur tous les espaces libres, peut se déchaîner encore plus qu'à travers le bocage. Mais le vent est un phénomène très normand. Le marais, il faut en parler sur le long terme. Le bilan du marais, c'est quelque chose sur le long terme. C'est les grands espaces et disons que c'est un peu ce qu'on retrouve dans les marais, à mon avis. C'est la liberté un peu, oui. Il est changeant. Tout au long de l'année, il va vraiment vivre au rythme de la saison. Et puis, je dirais qu'il va vivre au rythme des pluies. C'est peut-être un des endroits en France où on a cette harmonie entre effectivement l'homme et l'animal, l'homme et la plante. Et le plus facile, je vais vous étonner, c'est de rentrer ma tournée puis de prendre un petit café. Non, mais c'est vrai. J'aime bien ce que je fais, quoi.